Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je reçois Maxime, myciculteur urbain et associé de l'entreprise Champiloops. Salut les myciculteurs et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors j'ai l'honneur d'être avec Maxime qui est cofondateur de Champiloops, une champignonnière donc urbaine qui est située dans la région de Grenoble. Alors Maxime, comment ça va? Ça va et toi, Andrea? Ça va bien, merci. Écoute, encore merci de ton temps et de participer au podcast. C'est vraiment Grand sympa plaisir. pour le podcast et pour les auditeurs. Du coup, Maxime, tu travailles donc, tu es cofondateur avec Hamid, Ouais. qui a aussi un rôle au sein de la champignonnière. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que vous faites tous les deux, comment vous répartissez vos rôles au sein de Champiloops? Ouais, bien sûr. Alors, on est deux associés, cofondateurs. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble depuis juste un petit peu avant le confinement, le premier confinement. On a décidé de s'associer en février 2020. Donc, lui, Hamid, il est ingénieur agronome de formation. Et il a fait ses études en Iran. Il avait déjà commencé à produire des champignons de Paris là-bas pendant un peu moins d'une année. Et il avait été très déçu, disons, par la qualité des substrats que son fournisseur lui vendait. Donc après, il avait décidé de continuer ses études en biologie en France. Il est arrivé à l'université Grenoble-Alpes, à Grenoble. Et rapidement, il a rejoint une structure qui accompagnait des étudiants entrepreneurs Pour pour lancer. entreprendre et relancer une champignonnière urbaine. Ensuite, il a trouvé une association qui avait réhabilité une ancienne cave, une ancienne glacière en champignonnière a fini par reprendre le relais de cette activité. Donc, Ok. avant, il faisait tout. Après, moi, je l'ai rejoint en 2020. Moi, je suis diplômé d'école de commerce, Grenoble École de Management. Donc, on fait vraiment la paire, honnêtement. Lui, il s'occupe vraiment de toute la partie production, recherche et développement, notamment pour la relocalisation de la production des substrats à champignons. Et moi, je vais plus m'occuper de tout ce qui est la gestion de la partie commerciale, admin, financière. Ok. On a des rôles assez bien répartis. Ok. Et du coup, toi, pourquoi tu as décidé de rejoindre ce projet de champignonnière? Comme pas mal de monde, je pense, dans ces projets, j'étais inspiré par Gunther Pauli, l'économie bleue, Oui, sur le biomimétisme et l'économie circulaire, donc qui donnait parmi des dizaines d'exemples, hein, bah, le fameux exemple bien connu des pleurotes qui poussent sur du marc de café. Et dans sa présentation d'une macroéconomie plus responsable pour l'humain et pour la nature, ouais, il disait par exemple si Nestlé, Nespresso euh, plus que de vendre seulement du café, ajoutent à leur métier la gestion et la collecte des déchets, plus de l'agriculture, ça pourrait recycler énormément de marc de café, qui est un déchet pas très bien traité aujourd'hui, et voilà, créer de l'emploi, créer de la nourriture. Donc ce modèle m'avait intéressé, avait piqué ma curiosité. Et j'ai commencé à me renseigner sur ce qui se faisait un petit peu en France, en Europe, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre aussi. Et bah, j'ai vu que faire pousser des champignons sur du marc de café ou autre, c'était possible plus qu'un simple hobby et qu'on pouvait peut-être vraiment créer un projet et vivre en fait de cette activité. Donc ça m'a vachement intéressé l'idée de travailler en économie circulaire, un circuit court et avoir un impact positif. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je cherchais avant. Et je pense que les champignons s'y prêtent bien, d'autant plus qu'il y a énormément de choses à faire en plus, enfin, au-delà de l'alimentaire, qu'on aimerait aussi développer à terme. Donc vraiment, le champignon, ça a fini par me passionner. je suis totalement d'accord avec le fait que pour les champignons, l'alimentaire, c'est que le haut de l'iceberg, si on peut dire, ouais, complètement. Mais bon, il faut bien commencer par un début. Super intéressant, l'économie bleue, ouais, Gunther Pauli, ça me parle. Du coup, petite question par rapport à ça. Les substrats que vous avez
qui sont, enfin, finalement, on utilise le marc de café, qui est un déchet, pour le transformer en nutriments pour les champignons. Et ce reste de substrat, donc que ce soit du marc de café, de la paille, enfin, ce que vous utilisez, on en parlera après, est-ce que vous le réutilisez déjà en autre chose? Est-ce que vous le valorisez, en fait, votre déchet de substrat? Alors, on le valorise, mais pas nous-mêmes. Ok, Euh, Nous, bah, les cultivateurs de champignons, ils cultivent des champignons saprophytes, qui sont des champignons qui dégradent dans la nature la matière organique. C'est comme ça qu'ils se nourrissent et ça crée le humus dans la nature. Et donc, en fait, en fin de cycle, les substrats épuisés de champignons, ils sont, enfin, ça forme un très bon compost, un très bon paillage. Donc, généralement, c'est vrai que les champignonnières aiment bien trouver enfin, des débouchés vers des agriculteurs, des jardins familiaux, des maraîchers. Nous, on a un petit peu plus de 2 tonnes par semaine qui sont revalorisées, justement, qui reviennent au sol grâce à ces partenariats avec des maraîchers, des jardins familiaux, des agriculteurs. Donc, ils viennent les récupérer pour leur paillage, leur compost, pour leur sol, quoi. ok, ok, super, nickel. Et, euh, et du coup, alors, votre installation en champignonnière, elle s'est faite en deux étapes. Vous avez deux caves. Il y a la cave de la frise, si je dis pas de bêtises, la première. Et après, vous avez construit un deuxième espace. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition de la première à la deuxième cave? ouais, bien sûr. Donc, la première champignonnière, c'est dans une ancienne glacière du 19e siècle, où il y avait une des plus grandes brasseries du Dauphiné qui stockait ses bières. Ça faisait comme une grande chambre froide. En fait, faut se dire que c'est comme une grotte, hein. C'est creusé à flanc de coteau, dans une colline. On a 500 mètres carrés, une hauteur de plafond de 6 ou 7 mètres. Et naturellement, il fait entre allez, 10 et 19 degrés entre été et hiver. Donc, il n'y a pas une variation de température énorme. L'humidité, elle est entre 75 et 95%, donc assez élevée. Et c'est enfin, des conditions qui sont propices en fait à la fructification des champignons. Euh, donc ça, c'est un lieu qui est une champignonnière depuis 2016. Et après, quand on s'est rejoint avec Hamid en 2020, on s'est dit qu'il nous fallait un lieu plus grand, déjà pour produire plus de champignons, pour bah, voilà, faire grossir l'entreprise et pouvoir créer de l'emploi, notamment les nôtres. Ok, Et surtout, plus d'espace pour faire nos propres substrats. Parce qu'aujourd'hui, comme beaucoup de champignonnières, on achète le substrat à l'un des deux fournisseurs qu'il existe en France. Il y en a un en Bretagne et le nôtre est dans l'Allier. Mais depuis le départ, on avait ce projet de relocaliser la production des substrats. Et pour ça, il faut de l'espace. Il faut beaucoup d'espace, des compétences aussi, du matériel, des infrastructures. Euh, donc, on était à la recherche d'un lieu plus grand. Il y avait quelques bailleurs qui nous contactaient, nous faire visiter des parkings. Ou on avait aussi visité les sous-sols du marché d'intérêt national de Grenoble, les mines. ok, Et finalement, il y a une opportunité qui s'est présentée assez vite, d'ailleurs, celle d'un appel à projet qui s'appelle Quartier Fertile de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui visait à l'époque à utiliser l'agriculture urbaine comme un levier de redynamisation des quartiers prioritaires de la ville, quartiers politiques de la ville. ok, Donc nous, voilà, la ville de Saint-Martin-d'Hères est venue nous voir. Ils nous ont dit, on a un parking de 1000 mètres carrés qui est condamné. En fait, c'était un parking de 3000 mètres carrés dont ils ont condamné 1000 mètres carrés pour rénover le reste. C'était un ancien lieu de deal, de squat. Donc, ils nous ont dit, voilà, on a cet espace semi-enterré de 1000 mètres carrés, on n'y fait rien, on a des enjeux de renouvellement urbain dans ce quartier. On a entendu que les sous-sols pouvaient être des champignonnières. Donc, est-ce que ça vous intéresse de vous pencher sur le projet? Donc, nous, on va visiter ce lieu. À l'époque, on nous avait dit que c'était à peu près 6 ou 700 mètres carrés. On était ouais, contents, c'était un petit peu plus grand que ce qu'on avait à l'époque. La ville a mandaté un architecte, on a fait des plans, on s'est rendu compte que c'était 1000 mètres carrés et qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace. Donc c'était un parking vaste, il n'y avait pas de box. Les box peuvent avoir leur utilité pour séparer les chambres de fructification, mais nous en l'occurrence, ça nous plaisait bien quand même d'avoir un parking vaste. Donc il y avait juste quelques piliers qui séparent les places de parking, mais après on pouvait vraiment aménager comme on voulait.
les différents espaces, fructification, incubation, inoculation, mais ça, on pourra y revenir. Ok, Et voilà, bah, on a déposé un projet, hein, donc à cet appel à projet de l'État, et on a été lauréat en avril 2021. Donc ça nous a octroyé des financements pour bah, tout ce qui est ingénierie, maîtrise d'œuvre, faire les travaux et l'achat du matériel. Donc on est allé chercher de l'argent auprès de banques, d'acteurs privés et aussi auprès des acteurs publics locaux, en plus de l'État. ok, Et on a donc fait l'étude, l'ingénierie en fait a duré 18 mois jusque août 2022. Ça a été une période très longue puisque dans cette période-là, le marché du BTP, il était un petit peu en folie. Donc les prix ont beaucoup changé, ont beaucoup augmenté. Nous, après, on s'est aussi rendu compte de certaines contraintes de l'existant, du bâti. Donc les plans ont dû changer à plusieurs reprises, parfois parce que on avait mal anticipé une des fonctionnalités de la champignon, parfois simplement parce que il y avait des prix qui explosaient, du coup fallait revoir, fallait adapter. Donc voilà, finalement on a commencé les travaux en septembre 2022 et on a pu commencer à produire en mars 2023, mais avec des conditions imparfaites vu qu'on n'avait pas toutes les centrales de traitement d'air et la pompe à chaleur. Voilà, tout ça qui règle les machines qui vont régler les conditions à l'intérieur des salles. d'accord. Vraiment opérationnel, il manquait quelques pièces. On a pu les activer vraiment enfin, tout l'ensemble de la championnière que mi-novembre. Et là, voilà, ça fait 2 mois. On a l'outil de production complètement en marche et on essaye d'augmenter les rendements des substrats et surtout d'entrer dans la dernière phase de recherche et développement pour la relocalisation de nos substrats, produire à grande échelle avec notre pasteurisateur. Et d'ici la fin de l'année, bah, se passer des 2 tonnes hebdomadaires achetées pour les produire nous-mêmes en pleurote. D'accord. Bah, joli parcours. Franchement, bravo pour tout ce travail accompli. Merci. Et merci pour ces éléments. Euh, du coup, quand vous avez créé la deuxième champignonnière, est-ce que c'est à ce moment que vous avez décidé donc d'intégrer des alternants et des stagiaires au sein de votre structure? Ouais, assez rapidement. Enfin, c'est même quand enfin voilà, nous on s'est rejoint en février 2020 avec Hamid et en gros on s'était dit que pour septembre 2021 il fallait au moins sortir un salaire. Avant ça, on ne sortait pas, en tout cas pas tout le temps, tous les mois, un salaire. Et bon, on s'est dit, il faut que ce soit un objectif. Comme ça, on se bouge, quoi. Et on fera un point. Si on n'arrive pas à se verser de salaire, on fera un point sur le projet, quoi. Donc finalement, ça s'était bien développé. On avait réussi. Et donc en septembre 2021, on s'est aussi dit, vu que là, il y a un gros projet en cours, on est en passe de passer de 400 kilos par mois à potentiellement 2 tonnes. Ah oui, Maintenant, on est même au-delà de ça. Mais à l'époque, on avait cette ambition. On s'est dit, voilà, il faut qu'on recrute, quoi. C'est pas le jour où on ouvre le parking, la deuxième championnière, que, on va recruter. Il faut qu'on prépare ça à l'avance. Donc, on avait recruté 2 personnes, Laurie et Mélisse, qui ont travaillé respectivement sur la communication et l'image de marque de Champyloup et bah, l'ingénierie en production sur notamment les substrats et la hausse des rendements. Donc, une apprentie ingénieur agronome et une apprentie en design graphique. Et c'était notamment grâce aux aides de l'État qui existent encore hein, pour le recrutement d'alternants. Je crois que c'est 6 000 € par an sur la première année. Et c'est vraiment une superbe opportunité. Nous, on n'aurait pas osé recruter 2 personnes d'un coup s'il n'y avait pas ces aides-là. Et c'est vraiment une des meilleures décisions qu'on ait pu prendre pour le début de notre aventure. oui, j'imagine, oui, avoir des gens qui supportent une partie du travail, ça vous permet d'avancer sur d'autres plans un peu plus stratégiques de l'entreprise pour la faire grandir. Mm. Et du coup, revenons un petit peu à la toute première champignonnière. Du coup, dans cette champignonnière-là, vous faisiez uniquement de la fructification de champignons.
Et comment est-ce qu'elle était organisée un peu? Est-ce que c'était vraiment les champignons, enfin les substrats à champignons du coup qui étaient euh, directement enfin j'allais dire sur le sol, on va dire qu'il n'y avait pas de compartimentation de la champignonnière. C'était un gros ensemble dans lequel tous les champignons étaient mis. Il n'y avait pas d'humidificateur et tout était réglé, disons, de manière automatique par la pérennité de la structure, donc que ce soit en termes de température ou d'humidité. Alors, dans ces caves, on a la chance d'avoir, en fait, quand on entre, on a un grand hall et après, on a trois espèces de couloirs, trois travées, et ça nous a notamment permis de séparer les pleurotes et les shiitakes. Donc ça, c'est important parce que c'est pas exactement les mêmes conditions et c'est mieux si les spores ne se mélangent pas. Euh, donc après, en effet, pour l'humidité, par exemple, on était ouais, naturellement quasiment très très souvent au-delà de 90% même. Donc pour les shiitakes, c'était idéal. En revanche, pour les pleurotes, on s'est rendu compte que c'était trop. On a même acheté un déshumidificateur à un moment, parce qu'on avait des gros problèmes de bactéries, notamment la Pseudomonas. Ah oui, Et et il y a eu une période où sur 1 ou 2 mois, les rendements étaient catastrophiques et c'était terrible, quoi. Donc on avait essayé de chercher un peu des réponses, des pistes. On a un WhatsApp avec pas mal d'autres producteurs de champignons. On avait pu échanger des bonnes pratiques à l'intérieur. Donc, on avait essayé de faire un petit peu du biocontrôle, c'est-à-dire que on avait acheté des acariens, il me semble, si ma mémoire me fait pas défaut, parce qu'on avait l'impression qu'on avait des acariens sur nos blocs. Donc, on avait acheté des acariens, je sais plus comment on appelle ça, mais qui allaient manger les autres acariens, en gros. ok. Euh, on avait aussi, ouais, le deuxième truc, je m'en souviens plus. C'est plus la Oh, prod qui pourrait savoir. Mais voilà, on avait aussi acheté le déshumidificateur qui permet de, dans la salle, le couloir des pleurotes, réduire un peu l'humidité. Et on avait observé une meilleure qualité et des meilleurs rendements après. Au d'accord. niveau des températures aussi, quand on descend au-dessus de 12 ou 11 degrés, on voit que ça ralentit très fortement la prod. Du coup, on avait des petits chauffages d'appoint qu'on mettait. On mettait aussi un torchon mouillé enfin, devant le ventilateur du chauffage pour que ça sèche pas les champignons qui étaient dans cette zone. Ok, ok. Ouais, puis il y avait un peu c'était un petit peu hétérogène à certains endroits, quoi. D'où aussi le fait que vous ayez pu séparer du coup les pleurotes et les shiitakes. Ouais, En tout cas, ouais, c'est un joli paradoxe d'avoir trop d'humidité dans une cave pour la culture des champignons. Mm. Mais bon, ça arrive comme tout. Et du coup, au niveau de la deuxième champignonnière, donc qui est située dans ce grand parking de 1 000 mètres carrés, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été mis en place par rapport à la première champignonnière? Ouais. Alors déjà, nous on fait beaucoup de visites. On a peut-être euh, deux visites par semaine. Et souvent en fait notre entrée principale, ouais, c'est au milieu du parking. Et on a la partie droite qui est faite pour la fructification et la partie gauche qui est faite pour la préparation des substrats. Et du coup, j'explique souvent que si on avait voulu faire seulement de la fructification, on aurait pu avoir une capacité de production 2, 3 fois plus forte. Euh, donc déjà, ce qui change dans la deuxième champignon, c'est toute la chaîne de production des substrats. Ça prend vraiment la moitié de l'espace du parking. Euh, donc, Vous produisez les substrats pour la cave aussi ou uniquement pour le parking? non, en fait, sur ce projet justement de préparation de nos propres substrats, en gros, bah, on a commencé il y a 4 ans. On a Ok, commencé avec une cocotte minute, hein, donc je pense que la plupart même des personnes qui te suivent, et moi le premier hein, à l'époque, il y a 4 5 ans, c'était grâce à tes tutos, etc., et ton blog que j'avais pu faire mes premiers tests. On faisait à la cocotte minute, donc on stérilisait allez, 2 à 3 kilos de paille, de bois ou un peu de marc de café. Donc c'était vraiment des petits batchs
Après, pour l'inoculation, bah, on mettait des bougies autour et on faisait attention à pas trop parler, on mettait des masques et on Ok. mélangeait ça soit dans un saladier, un bac et on mettait ça dans des sacs de congélation qu'on perçait, quoi. Après, quand on était l'ancienne glacière, en fait, on avait fabriqué un pasteurisateur low-tech, même deux d'ailleurs. Euh, on avait fabriqué deux pasteurisateurs low-tech, donc il y avait un ballon d'eau chaude, un ballon de fourrage plus précisément, et un baril de miel. Donc l'idée, c'est de scier ou d'ouvrir en fait le couvercle au-dessus. Ensuite, on va venir mettre une grille en bas du baril. Sous cette grille, mettre une résistance, à peu près 2 kilowatts par exemple, qui va venir faire chauffer l'eau. Ça va devenir de la vapeur. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que sur la grille, bah, on met des sacs de substrat. Nous, on le mettait dans des sacs, parce que sinon, la grille était un peu trop large. Du coup, les matières tombaient dans l'eau, c'était un peu chiant. D'accord. Donc, on mettait des sacs directement. C'est pas l'idéal, puisque ça met plus de temps à chauffer, ceci dit. Ok. Euh, mais voilà, on avait un cycle de chauffe de à peu près 6 heures à 80-85 degrés. Et après, il fallait faire refroidir. Donc ça nous permettait de faire des batchs plutôt de 20 kilos. Et là, voilà, on testait différentes recettes. Nous, on travaillait plus le marc de café puisqu'on est en bio. On testait plutôt avec du tourteau de noix, c'est le résidu de l'huile de noix, et aussi des drèches de bière, Ok. résidu des microbrasseries. Ok. Donc, on a eu pas mal d'expériences, mais on attendait surtout d'avoir le pasteurisateur du parking qui, lui, est une cuve de 2200 litres et on peut faire à peu près 200 kilos de substrat en un batch. Et surtout, comme on peut refroidir à l'intérieur et chauffer plus vite, on économise du temps et au lieu d'avoir des cycles de prod de à peu près une journée, on peut le faire en 3 4 heures. Ah oui, ça économise bien Donc, du temps. et voilà, l'année dernière, il y a eu la réception du chantier, sauf que le filtre EPA de la centrale de traitement d'air qui alimente le pasteurisateur, donc le filtre EPA, c'est un filtre à très haute performance qui est nécessaire hein, vraiment à la pasteurisation et à l'inoculation. Ça, on l'a reçu que mi-novembre, malheureusement. Il y a eu une erreur dans la livraison d'une des machines. Et, euh, et donc, c'est depuis un mois et demi qu'on peut vraiment se mettre à fond sur les préparations de substrats avec le gros pasteurisateur. Du coup, on commence à peine, en fait, notre projet de relocalisation. Et c'est d'ici la fin de l'année, notre objectif, c'est euh, de pouvoir fabriquer nos propres substrats de pleurotes. Pour les shiitake, ah oui, parce que j'ai pas dit aussi, quand on a ouvert la deuxième champignonnière, en fait, on a laissé dans la glacière, qui était très humide et moins ventilée, les shiitakes, parce ils vont très bien dans cette atmosphère. Et les pleurotes qui ont besoin de moins d'humidité, mais plus de ventilation, on les a mis au parking, parce que c'est mieux aménagé là-bas. Ok. Donc, on a vraiment séparé les deux variétés. Et donc, le substrat sera fait pour les pleurotes et pour d'autres variétés. Le seul souci pour les shiitakes, c'est qu'il est souvent recommandé de faire une stérilisation pour le Ouais. shiitake. Et nous, comme on est sous des logements, c'était interdit en fait d'avoir une machine sous pression. Donc, on pourra tester, mais on verra ce qu'on arrive à faire, jusqu'à quelle température on monte, et selon notre process, ce qu'on arrive à sortir comme espèce. Mais Ok. dans un premier temps, focus sur le pleurote, quoi. Ok, nickel. Juste un petit élément à apporter par rapport à la stérilisation et au shiitake. Effectivement, c'est vrai que le shiitake, c'est une espèce qui met 10 plombes, disons, enfin, deux mois, 2 mois et demi, 3 mois, suivant les souches, pour coloniser en fait l'ensemble du substrat, être mature et pouvoir passer en fructification. C'est pour ça qu'on stérilise, pour qu'il y ait le moins de micro-organismes possible. Moi, ce que j'ai testé avait donc comme vous faisiez au départ, en fait, avait l'espèce de pasteurisateur à vapeur, de gérer les substrats de shiitake avait ce genre d'appareillage, avait un cycle un peu plus long, par exemple autour de 20 heures. Et Ok? globalement, pour un substrat de shiitake où tu as environ allez, 80% de sciure, 20% de supplémentation, ben,
Ça suffit. En fait, Ok. même si tu montes pas énormément de température, tu vois, tu vas être autour de entre 92 et 98, et ben les 20 heures, en fait, ça suffit à vraiment à stériliser, enfin en tout cas à rendre suffisamment propre le substrat pour le temps de colonisation du shiitake. Donc si vous pouvez pas avoir peut-être de trucs à pression, enfin voilà, c'est une bouteille d'eau à la mer que je lance, Ouais. peut-être réessayer le même principe de base que vous faisiez en fait, peut-être, je sais pas. Ok. Voilà. Alors là, la première chose à laquelle je pense, c'est la puissance de mon générateur de vapeur, genre 36 kilowatts, 320 heures. Ok. Et je me dis, oula, je sais pas comment ils font les fournisseurs substrat, mais je pense que si je fais la même, ça va revenir très 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 cher. Mais après, c'est intéressant de savoir que théoriquement, enfin, techniquement, c'est possible. Donc à nous d'adapter notre process pour jongler avec le coût énergétique que ça peut engendrer derrière, quoi. Ouais. Ouais, il faut faire des essais par rapport au substrat de pleurote. Vous partez sur un truc de substrat de pleurote et vous montez petit à petit. Et effectivement, il va y avoir un moment où ça vaut plus le coup de le faire. Ouais. Ah ouais, ce sera à vous de voir ça. Et, Ouais. euh, et du coup, donc, parlons un peu de la relocalisation des substrats. Donc, à la base, vous achetiez donc des substrats qui étaient tout préparés, en fait, que vous aviez juste à déposer en chambre de fructification pour qu'ils poussent, quoi, pour que les champignons fructifient. Et là, donc, vous passez sur une relocalisation des substrats, c'est-à-dire que vous allez vous-même récupérer des matières premières en ville ou aux alentours et que avec ces matières premières, vous les traitez donc, et après vous les ensemencez avec du mycélium pour produire donc des pleurotes et de nouvelles variétés. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce processus relocalisation des substrats? Qu'est-ce que vous utilisez comme substrat? Comment est-ce que vous les traitez du coup avec votre nouvel appareillage? Et comment est-ce que vous inoculez tout ça pour après les amener en incubation? Yes. Euh, alors du coup, la première chose, c'est l'approvisionnement des matières premières. Ça, on pourrait se dire que c'est simple, on va avoir un agriculteur, on lui demande sa paille, on va avoir une scierie, on lui demande sa sciure de bois, on va avoir une brasserie, on lui demande ses drèches de bière. C'est un peu plus compliqué que ça. Pour la paille, bon, déjà, je rappelle que nous, on est en bio, du coup, il faut de la paille bio, de la sciure de bois non traitée, des drèches, marc de café et tout bio. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le marc de café, puisque le gisement bio est vraiment minime. Donc pour la paille, en fait, on avait fait un premier appro. Il faut faire attention à la granulométrie et la taille des fibres. On avait fait un premier appro avec des brins de paille de peut-être 7-8 centimètres. On s'est rendu compte que c'était beaucoup trop pour notre pasteurisateur, beaucoup trop long. En fait, ça rend difficile à tasser dans le sac, mais surtout, ça bourre un peu la machine, le mélangeur. Donc déjà, il faut faire attention à la taille. On a plutôt opté sur du 4-5 centimètres de la paille hachée. Après, sur la sciure de bois, il faut de la sciure de bois non traitée et du feuillu. Donc, par exemple, nous, on avait une série qui était vraiment pas loin de chez nous, à 50 kilomètres, qui faisait du feuillu, mais voulait pas nous donner un papier certifiant que c'était de la sciure de bois non traitée, de peur que si on avait un souci quelconque, on se retourne contre eux. Ok, Donc là, pour une pure raison administrative, on avait une source d'approvisionnement qui était impossible, en fait. Donc on a trouvé pas loin, à 150 kilomètres. Ça rajoute 100 kilomètres, mais dans tout ce projet de relocalisation de substrat, on économise 90% des transports routiers. Si on le fait nous-mêmes, plutôt que si on l'achète et qu'on le fait venir toutes les semaines. Donc 100 kilomètres par an, c'est pas grand-chose, quoi, finalement. oui, Donc on a récupéré voilà, de la sciure de bois, essentiellement du chêne. Après, il y a d'autres essences de feuillus. Donc on a stocké ces matières premières pas loin de la champignonnière. En ville, toujours, on a eu beaucoup de chance, hein. On a un territoire qui le permet. Donc, on a 25 tonnes de matière sèche qui nous attendent pas loin de la champignonnière. Ensuite, on fait nos recettes, on les met dans des bacs et on les amène donc dans le pasteurisateur. Donc, on utilise un gerbeur pour le monter et le mettre dans la cuve. À partir du moment où c'est dans dans la cuve, on va venir utiliser le générateur de vapeur pour chauffer ces matières.
pendant trois quarts d'heure, une heure, à quasiment 100 degrés en fait. Ensuite, on va euh, rafraîchir le substrat avec donc un apport d'air extrêmement filtré, hein, avec le filtre EPA. Et, euh, et ensuite, on va ajouter de l'eau, donc entre 60 et 65% de la recette, quoi. Ça va continuer à mélanger. Et après, donc, le pasteurisateur, en fait, il est encastré, il est séparé entre deux salles. C'est la même machine, mais donc il y a une salle où c'est on appelle ça zone pasteurisation, c'est pas forcément propre. Ok, Par contre, l'autre salle, c'est la zone d'inoculation. Donc, il y a un sas hygiène qui sépare les endroits de circulation de cette pièce. Après, à l'intérieur, on se met en blouse, masque, Charlotte. Et dans cette pièce, c'est une pièce en surpression. Donc, il n'y a que de l'air très filtré qui rentre, enfin, qui rentre, et qui est envoyé dans la pièce. Et donc, il n'y a que de l'air qui sort. Donc, il n'y a pas d'air extérieur qui va rentrer dans cette pièce, si ce n'est l'air très filtré. Et d'accord. donc, de l'autre côté du pasteurisateur, dans cette salle, il y a aussi une autre trappe dans laquelle on va venir mettre le mycélium qu'on achète à Mycélia et qui va continuer à se mélanger. Ensuite, on a euh, une sorte de convoyeur quoi, qui va nous permettre de l'amener vers un entonnoir pour le mettre dans des sacs. Et à Ok, partir de ce moment-là, voilà, on fait nos sacs de substrat, puis on les met sur des rolls en incubation, 2 à 3 semaines au chaud, dans l'obscurité, et avant de les passer dans la saison automnale, on va dire, ok, en salle de fructification. ok. C'est très intéressant de voir enfin, de comprendre le processus de l'intérieur en tout cas. Merci pour ces éléments. Et du coup, c'est les sacs dont tu parles. Je suppose que c'est des sacs type colonne pour les pleurotes. Ouais, Ok, ouais. on a opté pour ça. C'est pas la seule option, mais c'est ce pour quoi on est parti, en tout cas dans un premier temps. Je pense que pour les pleurotes, c'est pas mal en termes, bah déjà en termes d'itinéraire technique, le fait que ce soit une pasteurisation, et puis même en termes d'utilisation de l'espace, moi j'aime bien aussi les sacs colonnes pour produire la pleurote. Et du coup là, à l'heure actuelle, donc vous produisez pleurote et shiitake, c'est ça? En fructification, ouais. Ok. Est-ce que vous avez prévu de tester des nouvelles espèces? Quand on maîtrisera la pasteurisation, ouais, carrément. Ok, ouais, donc c'est une question de temps et de processus technique pour mettre en œuvre, quoi. Ouais, en fait, j'aimerais rappeler, tu vois, que il y a deux métiers là dans ce qu'on est en train de faire. La fructification en elle-même, bon, tout à l'heure, t'as simplifié, mais c'était on reçoit les substrats, on les met et ça pousse. En soi, ça, c'est un métier à part entière, dans le sens où si on veut avoir des bons rendements, il faut faire attention à un tas de choses. Sur, la maîtrise des conditions climatiques de nos salles, la maîtrise de l'hygiène, voir s'il y a des blocs qui qui commencent à avoir soit du trichoderma, soit de la pseudomonas, les identifier, les sortir ou les soigner entre guillemets. Euh, Couper les champignons au bon moment, nettoyer les blocs, par exemple sur les shiitake, faut pas qu'il y ait des pieds de shiitake qui restent, parce que sinon ça va moisir très vite. Euh, Ensuite, bien les stocker et réussir à bien mettre en place les canaux de distribution derrière. Nous, on bosse en circuit court, c'est-à-dire qu'on a un prix de vente moyen très élevé par rapport au volume qu'on fait. On vend 600 kilos de champignons par semaine. Et ça, c'est un métier à part entière. La préparation de substrat, c'est un autre métier. Et donc, il faut vraiment trouver cet équilibre de temps à trouver. Donc, on a gagné des appels à projets ou des concours d'innovation qui nous ont permis justement de dégager un petit peu plus de temps sur ce projet de relocalisation. Mais disons que la priorité aujourd'hui, ça reste quand même la rentabilité et la pérennité économique de la boîte pour qu'on puisse justement avoir davantage de moyens pour notre R&D. Donc c'est vraiment un autre métier qu'on est en train d'apprendre. Et donc voilà, là on va s'attarder sur le substrat de pleurote. Et après, une fois qu'on sera vraiment en maîtrise de cet outil de production,
Avec grand plaisir, on essaiera de faire d'autres variétés. Après, on verra justement avec la température qu'on arrive à atteindre, lesquelles on pourrait faire. Mais voilà, les variétés connues, type Eheringi, Nameko, Lion's Mane, etc. Toutes ces variétés que tu connais, on aimerait bien les tester, ouais. Il y a quelques restaurateurs qui nous les demandent, quelques particuliers parfois même, mais surtout des restaurateurs. Donc ça pourrait être vraiment sympa qu'on puisse apporter ça à nos territoires. Ok, merci, merci pour ces précisions sur les deux métiers. Effectivement, chaque métier c'est un apprentissage à part entière et je pense que vous faites les choses dans l'ordre de pérenniser justement la stabilité financière de l'entreprise avant de faire beaucoup de R&D et de satisfaire votre curiosité et ce que demandent les clients finalement. Mm. Du coup, parle-nous un peu des pôles de distribution. Du coup, tu m'as dit que vous faisiez donc les marchés, c'est ça? Je sais plus si tu m'as dit les marchés. Les Non, marchés? justement. Non? Ok. Ouais, justement. En fait, j'ai fait le marché. Alors, mon associé, il avait fait le marché il y a 5 ans. Après, il avait arrêté. Quand je l'avais rejoint, je lui avais dit, mais si. Bah, quand je l'ai rejoint, c'était en 2020. Ouais. Donc, il n'y avait pas de restaurant. Ok. Déjà, Ouais. faut l'avoir en tête, vu que les restaurants, aujourd'hui, c'est 35% de nos débouchés. Ah, ok. D'accord. Euh, donc, ouais, je l'avais dit, le marché, ça peut être intéressant. Il y a un contact avec les particuliers, c'est sympa. Il y a un prix de vente relativement plus élevé enfin, plus élevé quand même qu'avec les pros. Donc, il m'a dit, bah, fais-le si tu veux. Donc, je l'ai fait pendant 4 5 mois. J'étais, faut le dire, pas au meilleur marché de mon agglomération. Quand on vend des champignons bio, on va pas se cacher, faut pas aller, faut essayer de trouver les marchés où il y a Oui. la population qui va les acheter. Ok. J'étais pas sur la meilleure place de marché de l'agglo, mais je m'étais quand même rendu compte que ça prenait beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire le temps de prendre ma remorque, d'aller là-bas, de préparer mon stand, de faire les 4 4 heures et demie de marché, de revenir, etc. J'en avais vite pour 7 8 heures de boulot pour vendre entre 10 et 15 kilos. Ah oui. Euh, Aujourd'hui, nous, on a une stratégie qui est bien plus axée sur le B2B, donc sur les professionnels. On a ouais, plus d'un tiers de nos champignons qui partent au restaurant. Un autre tiers qui part aux grandes surfaces et magasins bio. Ok. Euh, on a aussi... Donc ça, c'est des points de vente qu'on va livrer en direct. On a aussi des distributeurs, donc on va livrer aux mines en fait, et eux, ils vont relivrer à d'autres clients sur l'agglomération en Isère. Et en gros, on a 75% de nos champignons frais qui sont livrés en direct aux clients. Ok. Ça fait une bonne partie. Ok. D'accord. Et en livré en direct, c'est-à-dire que vous fonctionnez avec des AMAP ou vous les livrez directement chez eux? Non, non, quand je dis en direct, c'est que je vais pas livrer un grossiste qui va livrer ensuite d'autres restaurants Ok. ou d'autres magasins. Enfin, enfin, si on a des petits grossistes ou des distributeurs qui font ça, c'est 25% de nos portefeuilles clients. Mais Ok. sinon, bon, on traite avec une soixantaine de restaurants, un peu moins d'une trentaine de points de vente, épiceries, magasins bio, GMS. On les Ok. appelle, on les livre directement au resto, donc on voit les chefs directement avec les responsables fruits et légumes des supermarchés. Donc c'est ça D'accord. vraiment le circuit court, quoi. Ok. Les AMAP, on a fait, ça nous a bien aidé au début, mais voilà, pareil que les marchés, ça prend du temps, quoi. Faut Ok. préparer des sachets de 300 grammes, 500 grammes. C'est pas du tout sur des tournées de livraison que tu peux grouper puisque c'est le soir et Ok. c'est tout le temps à la même heure, quoi. Donc c'est compliqué quand tu commences à faire du volume. Eh oui. Ok. Merci pour ces éléments. Et du coup, parle-nous un peu du futur de Champiloops. Euh, une troisième champignonnière de prévue? Pas forcément. En tout cas, Ok. c'est pas d'actualité. Ça pourrait, hein, on n'est pas fermé aux opportunités ou aux demandes. Disons que là, on est vraiment concentré sur l'optimisation de notre outil de prod qu'on vient de recevoir il y a quelques semaines. Et bah, ça va prendre du temps hein, enfin, pour Je- constater les résultats d'un batch, par exemple. Tu vois, c'est à peu près 10 semaines.
Oui. 3 semaines d'incub, 7 semaines de fructis. Donc déjà, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur un mois. Donc voilà, déjà vraiment maîtriser notre outil de production. Si on arrive à notre objectif de se passer des substrats de pleurote et de les faire nous-mêmes d'ici la fin de l'année, ce sera une très grosse chose de faite. Et après, bah, essayer de voir aussi ce qui peut se passer sur d'autres applications. On a un collègue qui bosse avec nous, pas à temps plein, mais qui a d'autres activités à côté, qui bosse sur des micro-matériaux. Donc, Ok. je sais pas si tu en as parlé un petit peu sur Si, ces si, choses-là. si, Ouais. j'en ai parlé un petit peu, mais vas-y, tu peux, vas-y. Non, bah voilà, les mycomatériaux, c'est tout simplement des matériaux faits à base de champignons. Donc ça va être à peu près le même process de production d'un substrat alimentaire, hein. C'est juste que ça va pas forcément être la même recette avec les mêmes matières premières, ni la même souche de mycélium. Selon les recettes et la souche, on va influencer les caractéristiques techniques des matériaux, la souplesse, la résistance à l'attraction, tout un tas de choses. Et en fait, ces matériaux derrière, ils peuvent être, bah, ils sont légers, ils sont ininflammables, ils peuvent être assez durs. Ils peuvent être une alternative, par exemple, au polystyrène expansé pour des matériaux de calage. On en voit souvent. Il y en a qui en font déjà hein, en Italie, aux États-Unis, par exemple, des matériaux de calage pour des bouteilles de vin ou pour, je sais pas, des ordinateurs ou autre. Et on peut aussi faire des panneaux isolants. Il y a des performances d'isolation thermique assez intéressantes. Sur les derniers chiffres que j'avais trouvés, c'était équivalent, voire un petit peu mieux que la laine de roche et la laine de verre. Il y a aussi, ça fait aussi de l'isolation phonique. Là, j'ai pas la métrique en tête, mais il y en a même qui font du cuir. Il y a des chaussures maintenant qui se vendent sur le marché avec du cuir de champignon. Pas mal de startups aux États-Unis qui se sont lancées sur ce marché très capitalistique. Donc, nous, notre collègue, il commence à faire quelques beaux prototypes et c'est quelque chose que, tu vois, maintenant avec Champyloup, en tout cas sur Grenoble, on commence à avoir une belle notoriété et j'aimerais bien qu'on puisse utiliser cette tribune, entre guillemets, pour promouvoir l'économie du champignon et tout ce qu'on peut faire avec, donc les matériaux, la dépollution des sols aussi avec les champignons. Donc après, voilà, essayer de pousser quelques portes, voir si on a qui répondent ou pas, pour Ben, voir pour saisir des tout, opportunités, quoi. ouais, ben, pour tous les auditeurs, du coup, si vous travaillez dans ces domaines, que vous êtes sérieux et que vous êtes intéressé, ben, vous pouvez contacter Maxime de Champiloup. Voilà, c'est posé là. Ça Ok. marche. Ben, merci, hein, merci en tout cas pour ces autres éléments. Euh, une dernière chose que j'aimerais te demander. Euh, Quels seraient tes meilleurs conseils pour une personne qui veut se lancer dans la production des champignons? À quoi cette personne devrait particulièrement faire attention? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire selon, bien entendu, ton expérience? Hmm, La première question à se poser, je pense, c'est quelle est la taille que je veux donner à mon exploitation? Ça a beaucoup d'implications derrière. Est-ce que je projette de faire un projet seul ou avec mon compagnon, compagnonne, compagne? Est-ce que je veux faire un projet avec 2, 3, 4, 5 personnes? Euh, Ça, pour moi, c'est une des premières questions à se poser. Après, c'est est-ce que je veux faire mon propre substrat ou pas? Ça, c'est aussi central, hein, clairement, dans la production de champignons. Généralement, les gens qui se lancent veulent, et c'est cool, veulent faire leur propre substrat. La troisième, c'est peut-être pas tout mélanger, pas tout faire en même temps. Comme je disais tout à l'heure, faire pousser les champignons, faire son propre substrat, cloner ou faire son mycélium, c'est trois métiers différents. Donc, à moins que vous ayez des solides expériences derrière vous, bah, dans l'entrepreneuriat, c'est toujours de l'apprentissage. Apprendre trois métiers en même temps,
Bon, c'est quasiment impossible, on va pas se mentir. Donc, faut faire attention à, voilà, à pas vouloir tout faire en même temps. Je pense que c'est ça que j'ai en tête. Ok, ok. Bah écoute, merci pour tous ces conseils. Euh, Est-ce qu'il y a un lieu où on peut vous retrouver, vous suivre, commander vos champignons même, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux, les sites, tout ça, que je mettrai en description. Ouais. Bah alors, on est très présent sur Instagram. Très présent sur Instagram. On est aussi présent sur Facebook et LinkedIn, même si on alimente moins, surtout Facebook. On a aussi un site internet qui est assez bien fait, hein, champiloupe.com. Donc là-bas, vous trouverez des idées recettes, les descriptions de notre activité. Et en effet, on a un onglet boutique. Donc là, on peut pas commander les champignons frais, parce que bon, honnêtement, ce sera un petit peu un non-sens de commander des champignons frais par Internet. En revanche, on peut commander les kits pour faire pousser à la maison. On a appelé ça Mon coin à Champiloupe, donc le meilleur coin à champignons offert par Champiloupe. Donc c'est les kits qu'on retrouve dans pas mal d'endroits, hein. On n'est pas les premiers du tout à l'avoir fait. Donc ils peuvent être très ludiques et ça permet de faire pousser des pleurotes à la maison. Et si vous commandez ça, vous pouvez aussi ajouter au panier euh, des pleurotes ou des shiitake séchés et aussi des tartiloupes, qui sont des tartinables véganes qu'on fait à base de champignons et de légumes ou légumineuses de saison. Donc on a quatre recettes aujourd'hui. Pleurote et shiitake, enfin pleurote pois chiche et shiitake pois chiche, donc qui s'apparente un peu à un houmous aux champignons. Et sinon, pleurote aubergine et shiitake aubergine. Donc ça, c'est plus onctueux, plus comme un caviar d'aubergine. Donc voilà les trois produits que vous pourrez trouver sur notre boutique. Et après, si vous êtes dans la région de Grenoble, on fait des ateliers tous les mois, des ateliers d'initiation à la production de champignons, donc qui durent 1 heure et demie. Vous avez l'occasion de visiter nos installations, de poser vos questions, etc. Ensuite, on a une partie pratique où chacun fait son propre substrat pour enfin, pour pouvoir le faire incuber puis fructifier chez soi. Et on finit toujours par une dégustation. Donc ça, voilà, encore une fois, on retrouve les informations pour l'inscription sur l'onglet boutique de notre site internet champilou.com. Ok, super, c'est noté. Mais merci Maxime. Et merci de ton temps surtout, des informations que tu as partagées. Et on te souhaite bonne réussite à toi et à Amit du coup dans Champiloops. Trop bien. Bah, je te remercie à toi et bonne continuation à toi avec tes podcasts et tous tes médias. Merci. À bientôt Maxime. Salut, bonne journée. Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt!